Jacques Ellul, lundi 23 novembre 1981. J'aimerais commencer aujourd'hui par le livre que vous avez pensé écrire et que vous pensez écrire sur la technique de l'étienne-monde. Si vous pouviez me donner une idée générale, enfin les grandes lignes, quelque chose comme ça. Oui, au fond, si vous voulez, il y avait deux idées dont j'étais à peu près sûr. La première, c'est que le problème du tiers-monde, ce n'était pas seulement une affaire de décision politique ou d'entente politique, etc., mais que le tiers-monde s'écartait de plus en plus du monde, disons, occidental, du monde développé, au fur et à mesure que le progrès technique s'accélère. C'est-à-dire que enfin, avec mon mauvais anglais, technical gap, n'est-ce pas, s'élargit de plus en plus. Le tiers-monde n'ayant aucune chance de rattraper jamais la situation du monde développé. Alors ce serait une situation de dépendance permanente. C'est une situation de dépendance permanente, précisément dans la mesure où dans les élites du tiers-monde adoptent l'image d'un État développé ou d'une société développée qui est occidentale et courent après cette image-là sans prendre leur propre vue personnelle de développement. Et vous croyez qu'une autre possibilité existe parce que, au moins ici et là, dans quelques-uns de vos livres, j'ai eu l'impression qu'on fait ça, on ne devrait pas faire ça, mais en réalité, il n'y a pas d'autre possibilité. Voilà, alors, dans le livre qui va paraître en janvier, je traite du prolétariat et de la prolétarisation du tiers-monde. J'indique les conditions d'une autre possibilité, mais qui paraissent presque irréalisables. C'est ça c'est pas impossible, mais ça suppose des conditions d'une difficulté extrême à réaliser. Et puis alors, la deuxième idée générale, c'est que on ne peut pas arriver à développer sur un mode industriel un pays sans un capital de base, et ce capital, ou bien il va être importé de l'extérieur, d'où le pays va être dépendant, ou bien il va être produit à l'intérieur du pays, ce qui voudra dire une prolétarisation de toute une partie du pays, puisque, au fond, on va avoir des hommes qui vont être appelés à travailler pour produire plus de valeur qu'ils n'en consomment. C'est la formule de Marx, la raison. Donc, c'était, si vous voulez, les deux grandes idées que... alors, on les retrouve un peu dans mon bouquin sur le prolétariat, seulement ça suppose une étude, je dirais presque, secteur par secteur du tiers-monde. C'est ça que je ne peux pas faire. Ouais, d'accord. Parce que ce qui se passe en Afrique, c'est pas la même chose que ce qui se passe dans le sud-est asiatique, ce n'est pas la même chose que ce qui se passe en Inde, ce n'est pas la même chose que ce qui se passe en Amérique latine. Voilà. Alors, c'est devant ça que j'ai reculé, au fond. Je vois l'idée générale, mais je pense qu'il faut une série de chercheurs pour la mettre en application. Alors je suis très content parce que mon ami Médard, donc, que vous avez rencontré, sa femme, ils partent au Kenya. Au Kenya, c'est ça. Et ils sont très spécialistes des problèmes africains. Il veut avoir une vue générale de l'Afrique et il va y travailler précisément sur ce genre de problème-là pour l'Afrique. Donc, je ne vais pas faire lui parler avant son départ. Ou est-ce que c'est très différent? Oui, non, je ne crois pas que ça soit, parce qu'il a 3 projets
dont l'un qui est quand même extrêmement important, c'est le problème de la corruption en Afrique. La corruption de l'administration, des pouvoirs politiques, etc. Si l'arrive à faire ça. C'est pas drôle, c'est comparable à chez nous. Mais par contre, alors, je pourrais vous mettre en contact avec un jeune dominicain qui a eu l'expérience de Haïti et qui travaille ce genre de problème, mais orienté maintenant sur l'Afrique. Et exactement alors ce problème technique et sous-développé. Exactement. Le livre qui apparaîtra en janvier, n'a toujours pas de Si, c'est en principe, c'est l'inéluctable prolétarisation ou l'inexorable prolétarisation. Je ne sais pas encore quel l'éditeur a fini par décider. Maintenant, si, devant ces deux impossibilités, c'est-à-dire une dépendance plus ou moins permanente, définitivement permanente, puisqu'on perd du temps chaque jour, et aussi devant l'impossibilité de développer sur le mode industriel sans créer un prolétariat à l'intérieur de chaque pays. Alors, qu'est-ce qu'il y avait alors à dire? Pourquoi écrire ce livre? Voilà ma question, je crois. Si ce n'était que pour dénoncer les militaires. Voilà, alors non, pour moi, chacun de mes livres repose sur cette idée qui est absolument centrale pour moi, que c'est inévitable si nous ne faisons rien et si nous n'acceptons pas les sacrifices nécessaires. Vous savez, mon beau-père, qui était un grand homme d'affaires, répétait très souvent le proverbe anglais, on n'a rien pour rien et pas grand-chose pour un penny. Eh bien, nous ne pouvons pas développer le tiers-monde et aider le tiers-monde à son développement si nous le sacrifions. Pour moi, autrement dit, il faut, si j'écris un livre comme ça, et tout l'ensemble du livre, c'est pour dire, au fond, rien n'est inévitable, mais tant que nous ne faisons pas les sacrifices nécessaires, c'est inévitable. Alors, les sacrifices nécessaires seraient, selon vous, des sacrifices de la part... Des deux côtés. Ah. Il y a le côté du monde occidental qui doit accepter de réduire son niveau de vie. Généralement, et d'orienter autrement sa production industrielle. C'est-à-dire que nous savons quand même ce qui serait utile pour les gens du tiers-monde. C'est pas la peine de leur fournir des moteurs à pétrole. C'est pas la peine, à essence. L'important, c'est de fabriquer des fours solaires, c'est de fabriquer des pompes solaires, etc. Seulement, ça, on ne le fait pas parce que c'est pas rentable. Il n'y aura pas un marché, il n'y aura pas une clientèle pour les acheter. Alors, tant qu'on le pense, parce qu'il y a de rentables, il n'y a pas de solution possible. Il n'y a pas de solution. Et alors, nous donnons bonne conscience en distribuant un peu de vivres, un peu d'argent, etc. Mais ça, il faut, et ça c'est une des choses que je compte dire et redire dans les semaines, les mois qui viennent, nous faisons la même chose qu'on a tellement accusé la bourgeoisie de faire au XIXe siècle quand elle faisait l'aumône. Hein? On donnait aux pauvres un petit peu. Hein? Et bien, nous faisons la même chose avec le tiers. Donc ça suppose une reconversion de notre puissance industrielle en fonction du tiers-monde et non pas pour produire de nouveaux gadgets, de nouveaux ordinateurs, etc. Non pas pour nous enrichir nous. Non pas pour nous enrichir nous. Et c'est pour ça que, alors là, j'ai attaqué très violemment Mitterrand dans un article assez récent, quand il a dit, n'est-ce pas, si nous aidons le tiers-monde, ça permet à la France de sortir de la crise. Tant que l'on raisonne comme ça, on n'aime pas le tiers-monde. C'est pas vrai.
on se demande s'il dit cela pour convaincre les autres, tout en sachant, mais ça, parce que lui, au moins, il s'intéresse au tiers-monde. C'est ça, bien sûr. Les autres, Reagan par exemple, s'en fichent complètement. Reagan, évidemment, on a l'impression que ça On le n'existe pas. savait. Ça n'existe pas. Seulement, alors, Carter s'y intéressait. Seulement, Il n'arrivait pas à faire. seulement là où ils sont complètement fous, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'on ne peut pas accumuler indéfiniment un potentiel de misère comme celui-là sans que ça explose. Oui. Alors, On est tous surpris quand ça explose. et bien sûr. Alors, on a l'expérience, n'est-ce pas, des nations industrielles. Il y a eu toutes les révolutions en France, il y a eu les révolutions en Allemagne, il y a eu les révolutions en Russie. Partout où l'industrie s'est développée, il y a eu des révolutions. Et on ne peut pas espérer que le tiers-monde va rester passif. C'est pas possible. Non, mais le tiers-monde n'est déjà plus passif en tout cas. Oui, mais il n'a pas de moyen d'action. Mais il en aura. Enfin, parce que le pétrole, c'est pas un vrai moyen d'action. La preuve, c'est qu'au lieu de faire servir cette force à l'ensemble du tiers-monde, ça sert à enrichir une toute petite catégorie. Et alors, de l'autre côté, dans le tiers-monde, ben, il faut qu'ils se rendent compte que la classe politique et la nouvelle bourgeoisie du tiers-monde n'est pas juste. Alors, s'il y a une autre voie pour le tiers-monde, si le tiers-monde n'est pas condamné à répéter l'expérience de l'Occident en général, Mais il faut arriver à ce qu'il se soit convaincu lui-même que le modèle à atteindre n'est pas le modèle occidental. je crois qu'il y a, au moins dans certains secteurs, il y a un courant de ce genre. J'espère. Qui refuse justement le modèle. Mais alors, ils reviennent en arrière, ils reviennent à l'africanité, n'est-ce pas, l'état de Béhanzin, et c'est pas ça. Oui, on donne très souvent l'exemple, chez nous, on donne très souvent l'exemple de Cuba, que vous rejetez de façon plus ou moins totale, je pense. Mais là, au moins, en Amérique centrale, on ne peut pas parler de ça, on a l'impression que là, on a effectivement rejeté le modèle de l'Europe. On n'a pas tout atteint, il y a encore du avancement à faire. Mais on sent, c'est très très populaire chez nous, on sent qu'on a atteint là quelque chose de chez nous, de différent et de valable. Et pas tellement, pas puisque Cuba vit sur une monoculture, la canne à sucre, et dépend de l'URSS qui lui achète sa culture, ses produits. Et si l'URSS déclarait du jour au lendemain qu'elle n'achète plus, Cuba est ruiné. Oui, et du point de vue économique, il est tout à fait évident que ça ne marche pas si bien que cela. C'est ça. Le problème, c'est justement de comprendre que la voie, ça n'est pas la voie de la monoculture. Il ne s'agit plus de faire du cacao, de faire de l'arachide, de faire de la canne à sucre, c'est plus ça. Du café. Il y a au monde de plus utile, n'est-ce pas, le café? C'est oui. Oui, d'accord. Je crois que Cuba est donné comme modèle plutôt pour ses réussites sociales. Oui. Et non pas au niveau économique, où évidemment c'est une expérience. Il est dépendant. Oui, tout à fait. Il est dépendant. Et plus dépendant chaque jour, par exemple. Exactement. Mais du point de vue social, Cuba ici, moi je ne suis pas encore allée, j'espère y aller, je suis allée 2 fois en Nicaragua, la révolution, mais à Cuba je n'ai pas pu aller encore. Mais nous sommes, que du point de vue social, là, il y a effectivement quelque chose, un modèle différent, quelque chose qui marche. Évidemment, la bourgeoisie n'est pas contente, mais tant pis, qu'il n'y a rien à faire. Mais pour les paysans, effectivement, il paraît que là, il y a quelque chose qui fonctionne, qui marche, qui est nouveau. Enfin, je pense que peut-être je ferais mieux, au lieu de continuer à questionner sur les possibilités du tiers-monde, comment ne pas répéter l'expérience de l'Occident en général, je ferais peut-être mieux d'attendre que votre livre sorte en papier. Sur le prolétariat, il y a un certain nombre de choses. Ouais. Alors, au cas où le tiers-monde s'industrialiserait, nous aurions le prolétariat comme on a eu ailleurs, développé, et alors le même genre de révolution. Et c'est cette révolution-là dont vous parlez dans vos livres comme une révolution plus ou moins inévitable. C'est-à-dire si certaines choses ne se produisent pas dans le tiers-monde. Est-ce qu'il y a des différences importantes entre cette révolution-là et les révolutions qu'on a vues dans les autres pays déjà développés?
Non, justement, c'est ça qui est assez tragique, c'est ce qui me... j'ai l'impression que, étant donné que ça correspondra à un certain niveau de développement économique et à un certain type de conflit tel que nous les avons vécus en Europe, ça sera la reproduction des révolutions européennes du XIXe siècle. C'est le même type de révolution. C'est pas une révolution qui va faire passer à un stade social ou politique différent. Alors, cette révolution serait forcément inutile, c'est-à-dire on ne ferait que répéter. On répétera. Je comprends parfaitement bien les mouvements de libération, les théologies de la libération, etc. en Amérique latine. C'est tout à fait justifié, étant donné l'état d'oppression de la paysannerie, etc. C'est tout à fait justifié. Mais l'erreur, c'est de croire que on va passer avec ce type de mouvement révolutionnaire et de révolution, on va passer à un stade nouveau de la société ou de la politique. Ça va reproduire ce qui s'est déjà produit. Sous des circonstances peut-être inférieures. Avec un niveau de vie inférieur, effectivement. Alors, la révolution dans le monde irait, c'est-à-dire le résultat serait forcément dans la direction de la technique. Si on continue, oui. Mais déjà dans mon premier livre sur la technique de l'enjeu du siècle, je disais qu'il y avait à l'époque, en 1950, j'avais l'impression qu'il y avait 3 pays qui avaient une culture suffisamment forte, enracinée dans le peuple, pour en même temps maintenir leur singularité et absorber une partie des techniques occidentales qui leur seraient utiles. Et c'était, pour moi, à mes yeux, à l'époque, c'était la Chine, l'Inde et Cuba. Et le Maroc. Parce que l'islam marocain était beaucoup plus, je dirais, pensé. Et ce n'était ni un islam assez vulgarisé comme en Tunisie et en Algérie, ni un islam un peu fou comme en Proche-Orient. Enfin, or, bon, le Maroc est maintenant gagné par la technique occidentale, totalement occidentalisée. L'Inde s'enlise dans une crise permanente, et la Chine, maintenant, après l'aventure de Mao Tse-tung, qui était unique, ça alors, vraiment, la Chine se met au pas des autres, elle se technicise aussi, de type occidental. Autrement dit, pour moi, l'importance, c'était d'arriver avec une très grande maîtrise à adopter un certain nombre d'éléments techniques du monde occidental, ce qui pouvait être utile dans chaque pays, mais en l'intégrant dans une culture différente. Alors c'est raté. Bon, je peux pas absolument dire que c'est raté. On peut jamais dire que c'est raté. Ça a l'air. Il y a toujours l'accident historique, il y a toujours une possibilité de découverte. Mais il y a 10 ans, j'aurais jamais dit que se passe en Pologne ce qui est en train de se passer. Bon, oui, c'était pas possible de l'imaginer. Ben, ça se passe. Oui, d'accord. J'aimerais qu'on parle un peu de la violence, à cause d'une expérience que nous avons eue, nous. Je venais de lire contre les violents. Enfin, je lisais contre les violents au moment de la révolution en Nicaragua. Et je me disais, en comparant le Nicaragua et l'Iran, que ce que vous disiez de la violence qui engendre de nouveau la violence, etc. Et on voyait, enfin, l'Iran c'était un cas plus ou moins classique, n'est-ce pas? Exactement. Et on voulait, tout le monde voulait qu'ils sortent de là quelque chose de différent, et c'est pas seulement la même chose, mais c'est tout. Tandis qu'au Nicaragua, là j'avais l'espoir, et je l'ai toujours, que
que votre théorie ne vienne pas. J'aimerais beaucoup que cette fois-ci ça marche différemment. Nous étions très surpris en voyageant au Nicaragua quelques mois après la fin de la Révolution. Très surpris de voir jusqu'à quel point la vengeance n'était pas là. On cherchait partout l'esprit de vengeance. Et tout simplement, cet esprit-là n'était pas trouvable. Je ne dis pas que ça n'existait pas. Mais on parlait par exemple avec les jeunes d'une église, où la moitié des jeunes avaient participé à la résistance, à la force populaire, et l'autre moitié avait senti que comme chrétien, ne pouvait pas tuer. Alors cette moitié-là, au lieu de tuer, au lieu d'être dans l'armée populaire, avait aidé à trouver la nourriture pour leur vie, qui était isolée du reste du pays par son sang. Et alors, ils prenaient les mêmes risques. C'est ça. Même davantage, peut-être parce qu'ils ne se protégeaient pas. Ils n'avaient pas d'armes. Alors, en allant la nuit dans des camions, chercher la nourriture, etc., ils prenaient exactement les mêmes risques davantage. Alors, ceux qui avaient combattu les respectaient, et eux respectaient ceux qui allaient. C'est-à-dire, il n'y avait pas, à l'intérieur de l'Église, où on s'attendait justement à des récriminations après. Non, on se respectait, on comprenait qu'on n'était pas d'accord quant à la possibilité, à ce qu'un chrétien devrait faire dans cette situation. Mais, je ne sais pas, la rancune et tout cela qu'on s'imaginait, là, n'était pas là. Oui, mais ça existe. Ça existe, évidemment. Non, je ne dis pas la rancune. Je dis que des expériences comme celles que vous venez de décrire existent. Ça, c'est pas... Heureusement, ça n'est pas impossible. Pour autant que je sache, quoique j'ai été violemment... on m'a violemment récusé là-dessus, je pense que quand Allende a pris le pouvoir, il n'y a pas eu non plus. Il n'y a pas eu non plus d'exécution, de violence, etc. Absolument. Bon, je suis bien d'accord, alors que... D'après ce qu'on a dit. Oui, j'ai connu dans la résistance un peu le même problème, si vous voulez, pendant 40 à 44, où il y avait un petit peu la tension entre ceux qui pensaient qu'il fallait à tout prix se battre, les armes à la main, et ceux qui pensaient qu'il fallait à tout prix d'abord sauver le maximum de gens. Mais au fond, on ne se détestait pas. Ça, jusqu'au moment où il y a eu, 3 ou 4 mois avant la fin de l'occupation en France, où il y a eu une offensive communiste très dure contre les maquis armés qui n'étaient pas communistes pour les éliminer. C'est la même chose que Tito a fait en Yougoslavie. Je dois dire que pour moi, ça a été une expérience atroce. Quand certains maquis, vous avez de bons camarades, je les ai retrouvés tous exécutés par le maquis communiste voisin, alors que pendant 3 ans, on avait coopéré, on avait travaillé ensemble, etc. Maintenant qu'il a du pouvoir à atteindre. Et s'il s'agissait de prendre le maximum d'armes et d'empêcher que la droite prenne le pouvoir, le risque de prendre le pouvoir, c'était un maquis de l'armée secrète, qui était plutôt de droite, et les communistes les ont. Alors, non, mais enfin, l'expérience que vous avez fait au Nicaragua, d'ailleurs, enfin, j'ai lu pas mal de choses du Nicaragua, je crois que c'est vrai, et je crois que ce sont des choses qui existent, enfin, cette possibilité de surmonter la violence par une certaine paix, ça, et que, mais vous voyez, je pense que ça existe lorsque celui qui exerce la violence accepte à côté de lui comme élément de dialogue celui qui veut pas la violence, le non-violent. Et peut-être vice-versa,
Oui, c'est ça, et vice-versa, que le non-violent tolère aussi le... Ça, je l'ai vu en 1968, ici, où c'était quand même assez dur par moment. Nous avons eu à Bordeaux un homme vraiment exemplaire, qui était non-violent à l'extrême limite, mais d'extrême gauche, et par conséquent tout à fait d'accord avec les étudiants. Eh bien, je l'ai vu seul arrêter une bataille entre policiers et étudiants. Seul. Sur la place devant la mairie et la cathédrale, il y avait le front des étudiants et le front des policiers qui se regardaient, il les laissait avancer seul, entre les deux. Il a réussi à ramener le pas. Mais tout le monde savait qu'il était non-violent, tout le monde le respectait. Alors ça, il n'y avait aucun respect qu'on avait à son égard. Les étudiants, le respectant, se sont arrêtés et il a réussi à faire s'arrêter les policiers. Ça arrive. Alors, la violence n'est pas nécessairement, il n'y a pas nécessairement toujours cet enchaînement dont vous parlez. Et peut-être rompu, c'est sûr. Ça n'est pas là non plus. C'est, je dirais, ce qui se passe normalement. Et puis, il peut y avoir le miracle. Oui. Mais il faut le recevoir, je dirais, comme un miracle. C'est un miracle. Ce que j'ai trouvé en Nicaragua, oui, pour moi, c'est un miracle, oui, parce que c'est pas normal. Exactement. Et Exactement. même envers les troupes de Somoza, pour la plupart des personnes avec qui j'ai pu parler, ces gens-là étaient des pauvres qui ne comprenaient pas, qu'on avait convaincus en utilisant des moyens qui avaient été trompés. C'est ça. Et il avait tué, et les traits, tout le monde a perdu quelqu'un en Nicaragua, c'était une tuerie énorme. Mais la rancune, c'est très normal, on ne peut pas la prendre chose que une espèce de miracle. Oui, mais alors, vous voyez, au fond, ce que je décris, toujours, j'en reviens toujours là, c'est ce qu'il faut attendre. Alors, il y a quelques jours, je discutais avec un de mes anciens étudiants qui est un des meilleurs spécialistes de sciences politiques et qui me disait avec beaucoup d'humour, enfin, ce qui se passe actuellement en Pologne, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Politiquement, c'est incompréhensible. Et si ça réussit, je vais être obligé de revoir tous mes schémas d'interprétation politique. Alors, je lui dis, évidemment, ce qui risque de se produire, c'est en effet un coup de la grâce. Mais, qui n'entre pas dans des catégories politiques, qui n'entrent pas dans des compartiments politiques. Exactement. Alors, quand je dis au Costa Rica que c'est dans Jaquelou, la révolution du tiers-monde est nécessaire, est justifiée, oui, et normale, mais que cela ne va pas produire un nouveau monde, que plutôt tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'on répète l'expérience des autres pays qui ont déjà eu la révolution. Je ne m'écarte pas trop. Non, c'est bien ça, mais ce que j'espère, c'est qu'il y aura une élite du tiers-monde qui va comprendre quel type de société ils doivent viser, différent et de leur propre passé et de ce qui se fait en Occident. Alors, j'en connais actuellement, mais ce qui me paraît tragique, c'est que sitôt qu'ils retournent dans leur pays, ils sont complètement prisonniers, par exemple, de l'encadrement politique. J'ai eu des étudiants togolais qui étaient tout à fait handicapés et qui comprenaient parfaitement le genre de problème dont nous parlons maintenant, qui étaient tout à fait éclairés là-dessus, et une fois rentrés dans leur pays, qui sont complètement prisonniers de la classe politique. Et ils peuvent rien parce que, en fait, comme me l'a dit l'un d'entre eux, c'est extraordinaire, il est devenu haut fonctionnaire là-bas, il n'est plus jamais revenu en France, et il m'écrit
toujours très fidèlement, quand il est en voyage à l'étranger. Jamais, jamais du Togo, et il m'a demandé de ne pas lui écrire. Personne. Et il est marié avec une noire américaine qui est une fille arabe, qui est contente. Et quand il part à l'étranger, il est obligé de laisser sa femme et ses enfants au Togo, certain qu'il reviendra. Et il ne peut rien. Il y a des situations comme ça qui me tout à fait connues. Et oui. Ailleurs, je me demande même, je ne domine pas tout à fait les pensées politiques, je m'y perds, il faut que je lise le vision politique un petit jour, mais il me semble que comment en Amérique latine, on est si mal organisé, mais ça appartient à la culture, à l'esprit, Oui. jusqu'à un point qu'il me semble qu'il y a peut-être plus de jeu dans notre situation qu'ailleurs. Sûrement. Enfin, sauf dans des pays comme Saint-Domingue, où alors là, c'est tout à fait. tellement. Mais dans les soi-disant démocraties, on parle du planning, n'est-ce pas? Oui. C'est le mot du jour. Mais c'est de la folie. Oui. Ça ne mène jamais à rien. Il me semble, jusqu'à présent, on en parle et on fait des projets à long terme, n'est-ce pas? Il n'en est jamais à rien. Mais je pense que la chance, effectivement, de l'Amérique latine, c'est un démarrage, à condition que la paysannerie soit libérée, c'est un démarrage à partir au fond, au Nicaragua, c'est quand même une formation très populaire qui a joué, très populaire. Très populaire. Et ça, c'est ça qui me paraît être l'élément décisif. Si le peuple peut recréer, renouer avec sa culture et exprimer ses besoins réels, c'est ça qui me paraît l'élément important, et non pas une planification faite par des théoriciens qui diront il faut 10 millions de tonnes de canne à sucre. C'est possible. Je crois que je vous ai donné l'exemple du village du Sahel avec qui nous avions été en relation. Tiens, je croyais que je vous l'avais donné comme exemple, parce que au moment de la grande famine du Sahel et de la grande sécheresse du Sahel, ici, notre paroisse a décidé d'aider autant que possible le Sahel. Alors, comme nous avions des étudiants tchadiens, on leur a demandé. Alors, ils ont dit oui, d'accord, mais ils nous ont dit tout de suite, n'envoyez pas d'argent au gouvernement, ça n'arrivera jamais. Alors, ils se sont mis eux-mêmes en contact avec des gens de leur pays, dans le Haut-Tchad. Et seulement aux vacances suivantes, ces deux garçons ont été arrêtés. Alors, par l'intermédiaire par l'intermédiaire d'un médecin français, nous avons été mis en contact avec un village du Sahel. Alors, il y a vraiment un travail remarquable de ce médecin, et nous avons plus ou moins adopté un village. Et alors, c'était tout à fait extraordinaire parce que nous avions l'intention, par exemple, puisqu'il manquait d'eau, de prévoir le forage d'un puits profond, etc. Nous avions fait une sorte de petit programme de ce qui leur était utile. Et alors, l'instituteur du village nous a répondu, tout ça, ça sert à rien. C'est pas du tout ça dont nous avons besoin. Mais nous n'avons pas besoin d'un grand puits profond parce que l'eau n'est pas très profonde. L'eau est à 2 mètres. Nous avons besoin de beaucoup de petits puits. Mais nous ne pouvons pas les creuser parce que nous n'avons même pas les outils. Alors, si vous pouvez nous envoyer des pelles, si vous pouvez nous envoyer des bêches, etc., c'est ça d'abord dont nous avons besoin. Oui, imagine. Alors, nous avions pensé à un tracteur, des trucs comme ça. Toujours. Bon. Et puis ensuite, le deuxième grand besoin, c'est de quoi construire un poulet. Nous étions stupéfaits je dois dire que
dans la paroisse, quand on a dit, vous savez, on va construire un poulailler, les gens étaient comme On ça. s'attendait à quelque chose de plus grand, de plus impressionnant. Et alors, on a dit à l'Institut Thème, il fallait pourquoi un poulailler? Mais c'est fondamental, les poules pour nous c'est très très important, et tant que nous n'avons pas de poulailler, les vautours mangent toutes les poules. Alors donnez-nous de quoi, du ciment, donnez-nous, etc., de quoi construire notre poulailler. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut être sur place pour savoir des choses comme ça. Nous avons fait la même expérience chez nous, je ne sais pas combien de fois, quand il y a des tremblements de terre, par exemple. Nous avons des amis aux États-Unis qui envoient de l'argent un peu partout, et ça n'arrive jamais où il faut. Exactement. Tandis que l'argent envoyé chez nous, à nos amis ou à nous-mêmes, et que nous donnons toujours à un médecin qui prend son camion, qui y va. Et qui y va, c'est ça. C'est très simple. Oui. Alors, la nourriture, les vêtements, tout arrive aux gens qui en ont besoin. Oui. Et l'argent envoyé autrement disparaît. Exactement. Oui, mais alors dans les États africains, c'est vraiment l'argent. Et alors ces deux garçons ont été arrêtés parce qu'ils avaient dit de ne pas envoyer l'argent à l'État. Et oui. C'est comme Somoza qui a profité du tremblement de terre chez lui, n'est-ce pas? Les gens n'ont jamais rien reçu. C'est ça. Qui avait passé par ses mains. Mais alors, c'est simplement pour dire à quel point, même quand on essaye de se mettre dans la vie de ces gens, on est loin de leurs besoins. Nous ne pouvions pas imaginer, au fond, que ces paysans n'avaient même pas une bêche, n'avaient pas de ciment pour construire un poulailler, n'avaient pas de grillage, que c'était d'abord de ça qu'ils avaient besoin. À ce niveau-là. Et oui, à ce niveau-là. Et parlons un peu du transport. Vous dites vous parlez peu du transport en commun. Vous parlez pas mal de la voiture, ici et là, mais peu du transport en commun. Et là-dessus, j'ai un petit problème, parce qu'il me semble que si d'une part, la voiture présente des tas de problèmes que vous signalez, dont je suis consciente, le transport en commun n'est pas un problème non plus. Par exemple, à la fin de Trahison de l'Occident, où vous parlez de cette utopie où toutes les voitures seraient de la même couleur, il n'y aurait plus de bruit, plus de cris dans la rue, etc. Alors, si on pensait à un métro au lieu d'une série de voitures, on pourrait substituer ce métro, par exemple, comme un nouveau à Washington, qui est délicieux, qui est excellent, qui est sans bruit, et c'est très inhumain, dans le fond, ça fonctionne si bien qu'on se voit déjà dans le 84, tout à fait. C'est-à-dire, ça élimine tous les problèmes, oui. Il n'y a plus rien. Alors, si d'une part, il faut diminuer l'importance de la voiture du point de vue psychologique, par exemple, sans parler des accidents, etc., et du pétrole, et de l'écologie. En fait, pour toutes ces raisons, il faut faire quelque chose quant à la voiture. Mais le transport en commun peut devenir aussi une institution tellement massive. Je crois qu'au Costa Rica, on a peut-être la possibilité d'éviter cela, mais entre ces deux difficultés, comment choisir parce que si le transport en commun est vraiment bien fait, c'est la technique. Oui, c'est une technique de pointe, c'est vrai. Seulement, si vous voulez, dans la mesure où nous avons des agglomérations qui sont tellement considérables que on ne peut plus vivre sans des moyens de transport, les moyens humains directement, la bicyclette peut à la rigueur suffire. Mais on ne peut pas quand même imaginer, si ça se produit en Hollande, que des centaines de milliers de personnes sortent ensemble en bicyclette. Enfin, c'est presque pas concevable. Je crois que le transport en commun, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, présente un danger d'inhumanité tout à fait évident. Ça, même dans nos trains français les très modernes, là, les trains à grande
vitesse, c'est tout à fait inhumain, c'est sûr. Mais ça me paraît relativement moins dangereux, psychologiquement et sociologiquement, que le phénomène voiture. Ça a le danger d'avoir évidemment un système très très centralisé dont on dépend comme de l'électricité, c'est-à-dire que tout est immobilisé quand ça c'est immobilisé. Oui, c'est vrai. C'est le danger majeur, c'est toujours le fait tragique que plus nous perfectionnons, plus nous sommes fragiles. Oui, voilà. Et non pas seulement dans ce domaine. Pas seulement dans ce domaine. Bon, l'électricité à New York, ça a été caractéristique. Et le téléphone l'autre jour chez nous, à Lyon, j'avais eu, c'est quand même impressionnant. Et alors, impressionnant dans la mesure où, en même temps, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est, d'ailleurs, j'ai pas encore compris comment ça c'était possible. On a tout de suite répandu partout, surtout ne téléphonez pas à Lyon, dans la région de Lyon, parce que ça va s'éteindre. Si vous essayez de téléphoner dans la direction de Lyon, ça va atteindre d'autres réseaux. D'autres réseaux vont être surchargés et ils vont claquer. Alors, c'est comme à New York, c'est le même processus, mais je ne croyais pas que ça pouvait exister pour le téléphone. Il va falloir que je me fasse expliquer ça par un ingénieur du téléphone. Voilà. Et en fait, c'est pas seulement le transport en commun qui pourrait être très facilement paralysé si c'était bien fait, parce qu'aussi les voitures, n'est-ce pas, je ne sais pas ici en France, mais moi aux États-Unis, n'est-ce pas, tout simplement des problèmes graves avec le pétrole et tout à coup il n'y a plus d'essence, alors il n'y a plus de voiture. D'une part, mais d'autre part, enfin, l'encombrement est dissuasif. Enfin, ma femme a une voiture parce qu'elle marche mal et plus difficilement, mais c'est pour faire les courses dans Pessac. On ne va jamais à Bordeaux, c'est pas possible d'aller à Bordeaux. C'est pas possible. Je viens de l'extérieur, j'ai loué une voiture, c'est la folie. Je suis tellement contente d'en avoir fini. Dans une petite ville, enfin relativement petite ville comme Bordeaux, c'est de la folie de circuler en voiture. J'ai failli me tuer, je ne sais pas combien de temps. Et ma fille avec. En parlant de la voiture, vous dites par exemple dans la technique, je cite l'anglais, on ne sait presque rien sur la relation entre l'homme et la voiture. Et ailleurs, vous avez l'air d'élaborer cette pensée qui est là, n'est-ce pas, sans suite, sans développement. Et dans Présence du Royaume, par exemple, vous dites que la sensation de la vitesse fait croire à celui qui conduit, qui vit. Et qu'en réalité, c'est le contraire, n'est-ce pas, parce que intellectuellement, il ne fonctionne plus, etc. Et dans l'exégèse des nouveaux documents, vous parlez de la discipline extraordinaire qu'il faudrait pour ne pas céder à cette voiture, pour maintenir la discipline qu'il faut pour être toujours indépendant, etc. Et que ça, on peut l'exiger on peut l'espérer, disons, de toute personne. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme le problème central de la voiture? Comment est-ce que ça marche, que la voiture nous méprise? Quel est ce problème psychologique de la vitesse que vous élaborez très peu? Oui, alors, je vous dirais que j'ai très peu travaillé cette question, parce que mon ami Charbonneau a écrit un livre tout à fait excellent dessus, qui est intitulé L'homme auto, en un seul mot. L'homme auto. L'homme auto, en supprimant le E, en un seul mot. Et au fond, après que Charbonneau a traité ça, moi je ne voyais pas que l'utilité de le traiter aussi. Alors, c'est au fond, si vous voulez, la séduction, je dirais, de la vitesse. Alors ça, et de la puissance. L'esprit de puissance, l'esprit de domination, de compétition sur les routes, ça se voit tout le temps. C'est ensuite la facilité
apparente que l'on a, c'est plus on ne fait pas d'efforts, apparemment. Et ça, c'est très caractéristique de toute notre société. On ne fait pas d'efforts, apparemment. On monte dans sa voiture, ça marche tout seul, je n'ai pas besoin de faire d'efforts physiques, de marcher, etc. Sans se rendre compte de l'usure nerveuse, et oui. Mais ça, c'est tout à fait, je pense, caractéristique de la relation entre l'homme et la machine, où la fatigue physique est remplacée par de l'usure nerveuse. Là, ça dans l'auto, c'est tout à fait caractéristique. Et puis alors, pour les Français, au moins, c'est une espèce, l'auto engendre un comportement de violence qui est assez étonnant. Mais je pense que c'est uniquement pour les Français. Je ne crois pas. En Italie, les gens prennent ça très à la plaisanterie. Bon, alors, en Amérique latine, on est bien des Français. Oui, je pense alors... là, c'est la chasse à l'âme, aux piétons. Comme en Espagne, aussi. Oui. Ça, c'est très proche. France et Espagne, et je pense à Amérique latine. Mais alors, quand je compare ma femme, qui est donc hollandaise, et toute la famille est hollandaise, et mon beau-frère était essentiellement vivait en Angleterre, il disait c'est extraordinaire, quand on est en France, l'attitude des conducteurs français et aussi des policiers français, il dit c'est le seul pays au monde où je vois des policiers vous dire tout de suite allez vite, 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 vite. Dans tous les pays que je connais, on vous dit doucement. Ça, oui. Est-ce qu'ici en France, la voiture est une espèce d'idole? Oui. Chez nous. Absolument. Et on se demande par exemple si un peu d'antipropagande ne réussirait pas. Parce que chez nous, toute la propagande est en faveur de la voiture. Oui. Et en France aussi. Maintenant, aux États-Unis, sur chaque paquet de cigarettes, il est écrit, n'est-ce pas, que c'est dangereux. Alors on se demande si dans les annonces d'une voiture, on ne devrait pas dire que c'est dangereux d'aller sur les routes. Oui. Non, mais tant que vous aurez à la télévision je dirais l'exaltation des courses de voitures. C'était, alors j'ai écrit je ne sais pas combien de fois, et ça ne sert à rien, au moment où le pire en France de la crise du pétrole, il y a 5 ans, c'était le moment où la télévision montrait les courses de voitures, les nouveaux modèles modèle 1, n'est-ce pas, les plus puissants, etc., faisant une espèce de publicité inouïe. Et alors, quand je protestais, on me répondait, mais vous savez, les courses automobiles, c'est très très utile pour tester les nouvelles pièces que l'on emploiera dans les véhicules de série. Ce n'est absolument pas vrai. C'est pas vrai, on n'emploie pas le même genre de moteur, on n'emploie pas le même genre de pièces. C'est un prétexte. Mais pour les Français, c'est une idole. Au moins chez nous, c'est ça. Et c'est annoncé de cette façon. N'est-ce pas? On fait appel à cette idolâtrie. Oui. Peut-être plus qu'autre chose. Oui. Dans la publicité française actuellement, il y a une idolâtrie, je dirais, avec un clin d'œil d'humour. Ah bon? Vous n'avez pas vu la publicité, par exemple, ça avait commencé il y a 2 ou 3 ans, la voiture en forme de poire. Alors, c'était pour... Non, ça vous l'avez pas vu parce que ça a disparu. La forme idéale de la voiture automobile, c'était la forme d'une poire. Alors, il y avait une immense poire avec à l'intérieur... Bon, alors, il y avait un certain humour dans cette publicité, et actuellement, la voiture sorcière. Ça, vous la verrez certainement, la publicité pour la voiture sorcière, où vous avez une voiture qui est montée sur un manche à balai et qui part dans le ciel. Oui, d'accord. Donc, il y a un certain humour parce qu'on se rend compte qu'il faut arriver à faire prendre au sérieux la petite voiture
C'est pour faire prendre au sérieux la petite voiture. Et que l'idolâtrie joue pour la grosse voiture. Vous voyez? Mais actuellement, il faut vendre des petites. Alors, dans le fond, c'est réjouissant. Malgré tout. Quand vous dites que le transport dépend de la structure fondamentale de la société, que le transport dépend de la technique, et que le changement, alors, est prévisible, c'est de l'autopsie. Là, vous ne voulez pas dire qu'on ne puisse pas faire de changement nécessairement, seulement que, comme on a déjà dit plusieurs fois, si on ne fait rien, normalement, la cause des choses sera. Alors, ce sens dans le cas du transport, ce sera de plus en plus de voitures, de plus en plus de routes. Oui, je pense qu'on sera quand même obligé, on va vers une limite. Oui, mais ça, que du point de vue technique, oui. Ce n'est pas... Mais le relais va être évidemment le relais le relais aérien. Ça, on commence à le comparer. Je vois actuellement la multiplication des avions privés. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? On a créé en France, il y a 3 écoles de pilotage privé pour des jeunes tout à fait modestes. Mais oui, ce sont des ouvriers, ce sont des employés, ce sont des employés qui maintenant vont apprendre à piloter des avions. Et qui prennent des abonnements, c'est très curieux, hein, qui prennent des abonnements pour des écoles de pilotage d'avions, avec j'en ai rencontré 2 ou 3 qui disent, mais certainement ce sont des jeunes, d'ici quelques années, nous pourrons nous acheter un avion. Un ouvrier. Mais pour moi, ce qui est un tout petit pays, ça n'a aucun sens. Oui. Surtout quand on pense au train maintenant, n'est-ce pas, toute la vitesse nécessaire y est. En France aussi. Mais c'est-à-dire en France, c'est ce que je veux dire. Ici, ça n'a aucun sens de continuer, même l'auto rapide, ça n'a aucun sens. Quand vous pouvez aller de Paris à Bordeaux en 4 heures avec le train, il n'y a aucune raison de... Non, en prenant le train, vous n'y allez pas plus vite. Je veux dire, en prenant l'avion. Non, quand on compte le temps d'aéroport à la ville, etc. On ne va pas plus. Non, mais alors ici, ça m'étonnerait, n'est-ce pas, que l'avion soit, du point de vue technique même. Oui, mais on ne peut pas, il faut tenir compte je dirais, de l'enthousiasme pour tout ce qui est un nouveau progrès technique. Il y a cet appel. Et puis, de l'initiative, plus ça devient facile de construire des avions, parce que maintenant, c'était pas à la portée de n'importe qui de construire des avions. Maintenant, vous avez des petits constructeurs d'avions qui sortent 12 à 15 avions dans l'année, et qui construisent eux-mêmes l'avion sur un mode artisanal, avec 7 ou 8 ouvriers. Alors, ça, ce sont des choses qui vont se... Et puis les hélicoptères, certainement, encore plus. Nous nous sommes dit au Costa Rica qu'il existe quand même la possibilité de lutter un peu contre l'augmentation de la voiture. Il y a plusieurs circonstances qui s'ajoutent maintenant l'une à l'autre. D'abord la crise générale du pétrole, puis nous avons une crise économique depuis 6 mois justement, qui notre colonne, l'argent, la monnaie costaricienne a été dévaluée par un facteur de plus de 5. C'est-à-dire c'était le dollar valait 8,50 colons, maintenant il faut 40. Alors tout à coup, toute importation devient beaucoup plus difficile. Et puis aussi, le gouvernement contrôle évidemment les routes des autobus, etc., mais a pris, au moins pour l'instant, la décision de laisser les routes dans les mains
des individus. Et c'est une ville de 200 000 à peu près, et au lieu d'avoir un pouvoir centralisé, on a décidé de laisser ces routes dans les mains c'est à peu près 45 individus qui ont chacun 2 autobus ou bien 25 autobus qui se passent selon la route. Mais on a décidé de faire cela au lieu d'avoir une institution immense. Oui, seulement vous me disiez aussi qu'ils évaluent en fonction de la commodité, du revenu, etc. Et que par exemple, les autobus s'arrêtaient à la limite de la ville. Il y a alors un pouvoir centralisé qui prend certaines décisions, qui les impose sur ces individus, ces commerçants. Mais il me semble qu'il y a plus de jeu dans la situation, précisément parce qu'il y a tant d'individus, alors tant de désordre, si vous voulez, qui permet... mais il est vrai que le gouvernement a centralisé la décision et essaie de suivre une série d'études techniques qui ont été faites, qui, en principe, devraient augmenter l'utilisation de l'autobus. Mais en fait, ce que nous voyons, c'est le contraire. Oui, c'est ça. Non, on ne peut pas éviter là, par exemple, l'importance aussi de la mentalité personnelle de chaque peuple. Il est certain que les Hollandais ne réagissent pas comme les Français à l'égard de la voiture. Les Hollandais sont extraordinairement sages, mesurés, tempérés à l'égard de la voiture. Ça, c'est tout à fait étonnant. Je crois que je vous l'avais dit, l'histoire, il y a très très peu de voitures individuelles en Hollande. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et beaucoup de voitures d'entreprise. Ah bon, non, ça je ne savais pas. Voilà, alors il y a beaucoup de voitures d'entreprise. Et mon beau-frère qui est ingénieur là-bas n'a pas sa voiture, mais il dit au service de l'usine dans laquelle il travaille, voilà, j'aurais besoin d'une voiture à tel moment, tel jour, et il a une voiture du parc de l'entreprise à sa disposition. Et il me semble que ça évite certains problèmes. Il y a proportionnellement moitié moins de voitures qu'en France. Et toute cette histoire de sensation de puissance, etc., c'est moins personnalisé si la voiture ne m'appartient pas. C'est pas ma voiture, d'une part. Et alors, évidemment, ils ont un esprit civique qui fait que on ne cherche pas absolument à gagner à tout prix plus que l'autre. Mais ça, c'est vraiment... je dirais ça dépend d'une certaine attitude spirituelle, en définitive. C'est une attitude. C'est pas normal. Exactement. Mais quand on voit la moitié de la population de Hollande qui continue à circuler en bicyclette, plutôt, ils ne sont pas revenus à la bicyclette comme beaucoup de mes amis reviennent, n'est-ce pas? Mais